Bon, déjà, la première chose, c'est de ne pas abîmer son esprit. Supprimer les craintes, ça ne veut pas dire qu'on est plus fort que quelqu'un d'autre. C'est pas mon petit doigt qui me l'a dit. Voilà, j'aimerais bien faire cette technique, mais j'y arrive pas. On est tous débutants quand même, un petit peu quelque part. Et surtout, n'oubliez pas Kiki. Christian Tissier, merci de nous accorder du temps en marge du stage que tu nous fais l'honneur et l'amitié d'animer ici, au Havre, au Dojo VDB. Donc merci pour ce temps, merci pour cette interview. Je ne vais pas présenter ta biographie ni ton parcours, parce qu'il y a eu de très belles interviews par des gens comme Stanley Pranine, Guillaume Erard, Jordi Delage, beaucoup d'intervieweurs. Il y a une très belle biographie qui vient de sortir, un magnifique ouvrage. Donc on va rester sur des questions un petit peu plus impertinentes et merci. Merci beaucoup, merci. Et merci de votre confiance. Tout l'aïkido est là. Un propos de Yamaguchi Sensei que tu nous cites souvent en stage. Donc la question, c'est si tout l'aïkido est là, à quoi est-ce que ça sert de travailler tout le reste du corps, absolument. tout le temps? Alors, effectivement, c'était Yamaguchi Sensei qui disait que tout l'aïkido était là. Alors là, ça ne veut pas dire que c'est spécialement là, ça veut dire que c'est quelque chose qui part de là. À quoi ça sert le reste? De toute façon, au départ, on a beaucoup de mal à avoir cette position de main, donc on va d'abord travailler le reste, c'est plus facile. Plus c'est général, plus c'est facile, plus on travaille le détail, plus ça devient difficile. Mais bon, c'est quelque chose que vous avez déjà, là, pour la plupart d'entre vous, vous l'avez compris. Et il y a tellement de choses à travailler que quelquefois on est obligé, pour débloquer un point, de porter l'accent sur une main. Et comme globalement la plupart des pratiquants travaillent plutôt bien, enfin je veux dire, ça bouge bien, les jambes, les épaules sont bien relâchées, etc. Quelquefois, avoir justement focalisé un petit peu sur cette position de main permet d'avoir des techniques qui soient beaucoup plus faciles et beaucoup plus fluides. Et comment on lit ce point avec le reste du corps et avec les appuis notamment? Eh bien, je pense que les gens qui font du Ken, par exemple, comprennent bien ce point, parce que c'est là qu'on ferme le petit doigt, okay, c'est là qu'on... Voilà. Mais après, dans les mouvements, il y a une extension, c'est pas simplement une saisie. On va travailler des extensions sur Yokomen, etc. Oui, la façon dont on travaille cette partie, c'est important, et c'est pas le poignet, c'est vraiment cette partie. Mais après, dans l'aïkido, en fait, c'est la saisie qui amène le pouce et le petit doigt, vous voyez, pratiquement l'un en face de l'autre, et avoir une saisie qui soit ferme. Mais bon, c'est pas mon petit doigt qui me l'a dit, puisque c'est un interview impertinent. C'est une interview impertinente, tout à fait. Donc sur ces points-là, et puisqu'on rentre parfois un petit peu dans le détail, puisqu'il faut travailler le détail sans en faire un travail spécifique du détail. Bien sûr. On voit quand tu es en stage, quand tu travailles avec un petit groupe de personnes, ou simplement avec un duo, tu es capable, tout en leur donnant des explications, de dire « Attends là-bas, bouge pas, j'arrive ». Et quelques secondes plus tard, tu vas à plusieurs mètres apporter les éléments qui manquaient à cette personne, donc que tu as vu. Alors ma question, c'est est-ce que tu as une vision périphérique à 360 degrés? Est-ce que c'est le secret du Hensen no Metsuke? Alors de quoi s'agit-il? Alors je n'irai pas jusque-là, mais je pense que tous les gens qui enseignent, même les instituteurs, ont l'habitude d'un espace. Et c'est vrai que j'ai cette faculté non seulement de voir tout ce qui m'entoure, en général, j'ai la faculté d'entendre beaucoup de conversations en même temps. Donc souvent, je suis en train de parler avec quelqu'un, mais je suis capable de répondre à plusieurs personnes en même temps parce que j'entends les conversations. C'est pas que j'écoute pas la personne, j'écoute absolument, mais j'ai cette faculté. Alors, est-ce que c'est le résultat d'un travail en aïkido? J'en sais rien, c'est possible. Est-ce que c'est en lien avec le Budo? Est-ce que c'est en lien avec le Budoka qui doit percevoir tout son environnement? Je pense que c'est en lien, bien évidemment. Alors, ce qui est important, c'est de voir ce qui nous concerne dans le Budo. Pas de voir simplement un peu tout. On peut voir quelqu'un qui se lève, qui va boire, ou quelqu'un qui fait un signe à quelqu'un d'autre. Bon, mais c'est pas ça qui va attirer mon attention. Je le vois, mais ça attire pas mon attention. Ce qui attire mon attention, c'est quelque chose qui me concerne ou qui concerne la personne. On a un petit cadeau pour te remercier d'être ici, parce qu'on a constaté qu'il manquait dans la biographie dont je parlais tout à l'heure certains éléments. Donc on voulait t'offrir ce petit cadeau impertinent, bien évidemment. Est-ce qu'un cadeau est toujours impertinent? Il peut être amusant. Il peut être amusant. Il peut être, ça peut être un clin d'œil. Moi, je vais vous le dire. Bon, voilà. Tu vas nous dire. Alors, est-ce qu'il s'appelle Kiki? Il s'appelle Kiki. Eh bien voilà, c'est pour ça.
Alors, c'est un kiki, donc par rapport bien sûr. dans l'intimité, les gens qui te sont très proches t'ont donné ce petit surnom. J'ai constaté en vacances qu'ils t'appelaient ainsi. Et donc la question c'est d'où te vient ce petit surnom sur Oh, c'est pas compliqué. Je veux dire, quand on s'appelle Christian, hein, c'est souvent le diminutif, Kiki, Cricri, ouais, voilà. Bon. Oui, certaines personnes m'appellent Cricri, je pense, les Belges m'appellent Cricri par exemple. Bon, voilà. Peut-être qu'il n'y a pas de Kiki en Belgique, mais bon. Il y a des Mannequin Peace. Lui, c'est un Kiki par contre. Lui, c'est un Kiki. Ah, voilà. C'est un vrai Kiki. Un vrai Kiki, unique. Et très beau. Modèle unique. Puisque le Kiki Sensei d'Aikido n'existe pas. Il est magnifique. Et c'est Fanny qui l'a fait sur mesure. Non, mais il est vraiment magnifique. C'est vraiment super, ouais. Je le mettrai en bonne place. Alors oui, Kiki, parce que bon, c'est le prénom, mais aussi parce que moi, voilà, j'ai des amis. On peut être un maître d'aïkido, on a beaucoup d'amis, et mes élèves sont mes amis d'une manière générale. Et ceux qui ne sont pas encore mes amis, j'espère qu'ils le deviendront bientôt. Alors, m'appeler Kiki, c'est pas irrévérencieux, hein, de la part des gens qui m'appellent Kiki, c'est plutôt même amical. Souvent, ils disent Kiki Sensei, c'est une manière de dédramatiser un peu, enfin dédramatiser, disons, rendre la situation plus, voilà. Mais voilà, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas du tout d'avoir besoin de protection artificielle, quelle qu'elle soit. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui ne me connaît pas, qui me dit salut Kiki, je dirais bonjour. Mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Oui, ce serait peut-être un peu révérencieux. Oui, après, voilà, mais les gens ne sont pas comme ça en général. Les gens sont plutôt. Bienveillants. Oui, ils sont bienveillants en général, ouais. Alors, par rapport au Kiki, on va garder qu'une seule syllabe. Bien sûr. Pour parler du Ki. Oui. Ki dont tu parles très peu. Très peu, oui. L'année dernière, tu y as fait une allusion, où tu nous as fait un parallèle entre la recherche de la technique au golf, la recherche de la technique en Aikido, et tu nous as dit, et oui, on fait de la recherche technique parce que la balle de golf, elle ne sait pas ce que c'est que le Ki. Absolument. Voilà. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant comme question, ça, voilà. oui. Et donc la question, c'est faut-il opposer recherche technique et Ki? Non, il ne faut pas opposer. Le problème du Ki, c'est son écoulement. Donc c'est aussi simple que ça. Dans l'aïkido, on a le Ki, on a le Kokyu, on a le Hara, le Tanden. Voilà. Donc au départ, il y a les postures. Bien, les postures de façon à ce que le Ki puisse s'écouler. Si on est bloqué, si les épaules sont bloquées, on peut parler de Ki, on peut pas. Ça ne s'écoule pas. Donc, dans un premier temps, c'est la technique de l'aïkido, comme la technique du golf, okay, ou la technique de ce que vous voulez, ou le danseur, okay, qui va faire en sorte qu'on va débloquer les hanches, débloquer les épaules, etc., faire en sorte que l'énergie circule. Le Kokyu, c'est le véhicule du Ki. Alors, ce n'est pas la respiration, c'est de quelle manière on laisse ce Ki passer à l'intérieur. Alors moi, j'en parle pas beaucoup parce que quand j'ai commencé l'aïkido, on en parlait beaucoup. Et on en parlait tellement que je ne voyais pas trop à quoi ça correspondait, mais j'en parlais moi aussi. J'avais 16-17 ans, je parlais du Ki à tout le monde. Puis après, je suis allé au Japon et on ne parlait pas de Ki, à part Toei Sensei qui lui en parlait souvent. Mais ces techniques, certainement qu'elles m'intéresseraient maintenant, à cette époque-là, ça rentrait pas dans mon... Enfin, je veux dire, j'y croyais pas. Enfin, je ne veux pas dire que je croyais pas à ces techniques, mais quand il me disait, tu relâches ton épaule, tu fais ça, le gars va tomber, je savais que c'était pas vrai. Okay, donc je savais que j'avais pas l'expérience du Ki. Donc je pouvais faire tous les exercices que je voulais. J'ai compris que ça passait par le travail technique. Donc j'ai travaillé techniquement, j'ai beaucoup sué, j'ai cassé un peu le corps, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et puis, à un moment, j'ai l'impression que les techniques, quand je les fais, si elles sont fluides, eh bien, ça me contente totalement. Si elles ne sont pas fluides, c'est pas que j'ai pas de Ki, c'est simplement que le Ki ne s'écoule pas. Donc, je retravaille ma technique. Et une fois que ça fonctionne, elle fonctionne pour moi. Elle ne fonctionne pas forcément pour l'autre, puisque s'il a des blocages, il faut d'abord que j'arrive à lui amener la technique pour que lui-même débloque son mouvement. Pour ça que je ne parle pas trop du Ki, parce que c'est quelque chose qu'on a constamment. Alors, il y a quand même une parenthèse à faire, c'est que le mot Ki, au Japon, il est beaucoup moins... Enfin, c'est vraiment dans le vocabulaire courant. Par exemple, être malade, on dit Kimochi. Kimochi wai ou Byoki, etc. Comment est votre sensation du Ki? Byoki, c'est j'ai le Ki qui est malade. Alors, je ne pense pas qu'ils fassent référence au Ki au sens où nous on l'entend. Hein, ils font plutôt référence à quelque chose d'intérieur, à une sensation. Les gens qui parlent beaucoup de Ki peuvent faire des exercices qui sont des exercices d'extension.
de relâchement, ils peuvent en faire seuls. J'imagine que d'une certaine manière, le zazen est une forme d'étude du ki, puisque bon, il y a un relâchement des épaules, il y a une posture, le dos droit, etc. Mais ça passe par une technique. C'est pas quelque chose d'intellectuel, quoi. Je veux dire, voilà. Donc pour ça que j'en parle pas trop. On travaille d'abord. Mais d'ailleurs, mes maîtres n'en parlaient pas, quoi. Oui, d'accord. Enfin, ils parlaient pas de ki, quoi. Enfin. On travaille la technique pour avoir un corps qui permette un écoulement naturel. Voilà. Je fais souvent le parallèle avec des gens qui travaillent beaucoup sur le corps, comme la danse classique par exemple. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Il faut avec le sourire, on voit les ballets, en fait, etc. Il y a un travail sur le corps. On ne leur parle pas de ki. Mais c'est visible, quoi. Il y a une telle présence, une telle extension, ils sont capables de traduire des sentiments. Ça, c'est vraiment du ki, vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui vient apprendre la danse, on lui dit je vais t'apprendre le ki, puis tu vas savoir danser. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas trop y croire. Voilà. Tu viens d'évoquer le côté corps, le côté santé. On en a parlé un petit peu. On se rend compte que beaucoup de grands sensei d'aïkido ont un corps abîmé au niveau des épaules, au niveau des genoux. Donc, alors que l'aïkido est censé préserver à la fois le corps et l'esprit. Donc, est-ce qu'on peut pratiquer à un très haut niveau en aïkido sans abîmer trop son corps? Alors, bon, déjà, la première chose, c'est de ne pas abîmer son esprit, mais de le modifier. Voilà, c'est la première chose. Alors le corps, oui, forcément, parce que le problème, c'est qu'au départ, on n'a pas les positions, on n'a pas les postures, on n'a pas la technique. Alors, je pense que ça peut changer. Ça peut changer avec les générations qui vont venir, parce que l'aïkido est beaucoup plus mature. L'aïkido va dans un sens qui est peut-être davantage axé sur la technique, enfin, d'une manière générale, avec une perfection de cette technique de plus en plus. Auquel cas, et puis aussi la prise de conscience que quand on a des jeunes, c'est idiot de les faire chuter sur 3-4 mètres sous prétexte qu'ils chutent bien. Oui, ils chutent bien sur l'instant, mais il n'en reste pas moins que, à terme, ça blesse. Le travail à genoux également, qui est quand même assez invalidant, mais au départ on ne sait pas se déplacer à genoux. Alors peut-être que l'enseignement consisterait, au lieu de faire des lignes à genoux sans arrêt, peut-être d'avoir des mouvements un petit peu plus courts, bouger, puis une fois qu'on a bien les postures, que tout est bien placé, effectivement se déplacer davantage. Je pense que le problème, effectivement, c'est que tous les gens qui ont voulu beaucoup travailler, inévitablement, à un certain moment, payent les conséquences. Mais c'est intéressant, c'est ce que tu me dis, parce que j'en parlais avec Yamaguchi Sensei, et il y a très longtemps, évidemment, et il me disait, il y a des gens qui ont été très 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 forts pendant 5-10 ans en aïkido, quand il y avait 25-30 ans, mais vraiment très fort, c'était beaucoup de capacités. Je prendrais par exemple des gens comme Chiba Sensei, qui avait un superbe aïkido, mais voilà, très très fort. Mais qui, je ne parle pas de Chiba Sensei pour l'instant, mais qui, arrivé à 40 ans, ne pouvait plus bouger. Il me disait, moi, j'ai jamais travaillé, je me suis beaucoup entraîné, mais j'ai jamais travaillé jusqu'à la limite. Okay, et il dit, voilà, j'ai 70 ans, et puis je bouge toujours. Voilà. Donc ça m'a un petit peu fait réfléchir, parce que moi j'ai eu beaucoup d'accidents. J'ai commencé jeune l'aïkido, donc je suis arrivé au Japon, j'étais deuxième dan, mais j'avais pas une bonne technique, très franchement, j'avais tout à apprendre, et là-bas on m'a un peu bousculé. Comme j'étais demandeur, j'aurais été dans mon coin, etc. Je m'aurais fait travailler comme j'étais demandeur, je voulais m'entraîner beaucoup parce que j'étais là-bas pour ça. Un coup on m'a cassé l'épaule, après les genoux, après le dos, etc. Bon, c'est le prix à payer, peut-être, mais néanmoins, quand je vois des jeunes qui travaillent bien, j'ai le cas d'une jeune fille là, à Vincennes qui a 13 ans et demi, qui travaille super bien, qui a de l'avenir. Voilà, je dis, les chutes avant, pour l'instant, une fois de temps en temps. Ok, voilà, parce que faut la préserver. Il faut se préserver. Dans le milieu de l'équitation, ils considèrent qu'un cheval, si c'est pour lui faire un mauvais saut, on ne lui fait pas faire. Voilà. On ne lui fait faire qu'un saut qui a une valeur technique pour ne pas l'abîmer sur le long terme. Alors, après, l'aïkido, c'est quand même particulier, parce que c'est quand même quelque chose qu'on peut faire très longtemps. Il y a des sportifs qui ont une période de 5 ou 10 ans, mais qui arrêtent à 31, 32, 33 ans. Certains ont été blessés, d'autres pas blessés. Okay, ça dépend de l'activité. En judo, souvent blessé, okay, avec des chutes souvent très très fortes. Je parle pour les champions. Mais en règle générale, après, ils font des mouvements tranquilles, ils font du travail au sol, ils font plus de chutes. Nous, en aïkido, on a cette chance de pouvoir travailler très 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 longtemps. Donc c'est peut-être aussi ça, un moment qui fait que
Des fois, on n'a pas la forme, mais bon, on y va quand même. On a 50, 60 ans, on y va quand même. Puis, Cela dit, on peut constater que les anciens se sont blessés, mais qu'ils sont quand même toujours sur les tatamis. Ben voilà, c'est ce que je dis. Voilà, donc ils peuvent toujours pratiquer. Mais effectivement, on entretient un peu ces blessures. Et puis c'est vrai que quand on aime quelque chose, des fois on devrait s'arrêter 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on ne le fait pas. Voilà, c'est tout. Préserver sa santé, c'est aussi dormir. Aussi. Toi qui es un globe-trotter encore à l'heure actuelle et qui parcourt le monde tous les week-ends, tu dors peu. Alors je dors peu, oui. Tu rêves beaucoup et tu nous dis que souvent tu rêves d'aïkido et que quand tu rêves d'aïkido, tu revois des mouvements anciens que tu as vus avec Yamaguchi Sensei et que quand tu te réveilles, ton corps te dit ça maintenant tu peux le faire. Alors c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait voilà, je dors peu mais je m'endors facilement. Et j'ai une période quand je m'endors, et ça m'arrive souvent en avion parce que je commence à somnoler, et là j'ai des images qui passent par la tête, des rêves, et ce que tu voulais dire c'est que quelquefois j'ai vu des mouvements qui m'intéressaient, que j'arrivais pas à faire, et puis à un moment j'ai dit bon j'arrive pas, je laisse de côté pour l'instant, voilà. Et je m'endors et à un moment je me vois faire ce mouvement. Hein, je vais au dojo et j'arrive à le faire. Et c'est comme si mon corps me disait, tiens, maintenant tu es capable de le faire. Donc il me donne la clé, il dit, voilà, va le faire si tu es capable. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond, j'en ai aucune idée, hein, okay, mais effectivement, ça m'arrive très souvent. Alors des fois je pense à des techniques parce que je suis en train de les travailler, alors forcément elles sont dans la tête, donc mais en l'occurrence pour la question que tu me poses, c'est ça. Ça m'est souvent arrivé de dire, voilà, j'aimerais bien faire cette technique, mais j'y arrive pas. Comment est-ce que X ou Y faisait, que j'ai ressenti, quelles sensations j'ai eues, j'ai essayé, j'arrive pas. Et puis à un moment, je suis là, puis je me vois la faire, puis je la vois facilement. Je dis, mais c'est ça qu'il faut faire. Je vais au dojo, je la fais, et elle fonctionne. Alors c'est peut-être voilà, mon corps qui me dit, voilà, maintenant tu peux y aller, je te donne t'as la permission. Alors du coup, la question, c'est que pour progresser en aïkido, est-ce qu'il faut pratiquer intensément ou bien faire la sieste, rêver, se réveiller et avoir progressé? Alors c'est intéressant aussi comme question. J'ai discuté avec des gens qui font de la sophrologie et qui me expliquaient qu'ils avaient travaillé avec des équipes de basket. Ils avaient supprimé la moitié des entraînements. Alors, entraînement bien sûr. Bon. Et ensuite, ils les faisaient allonger, okay, se relâcher autant et à réfléchir au mouvement idéal. Okay, comment est-ce qu'ils se voyaient faire un mouvement idéal? Et ils s'apercevaient qu'il y avait une progression énorme. Et moi, j'essaye aussi, alors quand je m'endors, je ne sais pas si c'est le résultat, mais souvent j'essaye de penser à un mouvement idéal. Okay, je prends toujours l'exemple, si je me vois voler par exemple, je me vois voler, quoi. Je ne me vois pas en train de battre des ailes pour essayer de tenir en l'air, je me vois voler. Et en aïkido, c'est un peu la même chose. Voilà. Si je vois un mouvement, une attaque, quelle qu'elle soit, mais que j'arrive à avoir un mouvement fluide, voilà, ça me donne des indications, parce que la façon dont je vais penser le mouvement, si je veux qu'il soit fluide, et non pas dire, voilà, je veux montrer un mouvement fort, un mouvement puissant, un mouvement ceci, un mouvement cela, forcément, j'ai la technique pour imaginer comment ça se passe. De la même manière, puisqu'on parlait de danse tout à l'heure, j'imagine que tu fermes les yeux, tu te dis, tiens, je m'imagine comme étant un maître de ballet ou un danseur exceptionnel, tu te vois, tu te vois sur les poings, tu te vois vous faire un porté, tu te vois dans une position. Et si ton corps, tu travailles ton corps il te montre, tu ne te vois pas en train de soulever, tu te vois dans une position. Et si tu te vois dans cette position, tu as déjà acquis quelque chose. Tu vois ? Parce que tu as un message, si tu veux, ton esprit peut le donner au corps. Alors, tu y arriveras, tu n'y arriveras pas. Mais au moins, tu sais vers où tu veux aller. On a l'image en tête. Tu as l'image, voilà, c'est ça. Par rapport à la pratique ensuite en stage, on se rend compte que tu prends très souvent des débutants, soit dans le milieu pour montrer la technique, soit dans des petits groupes, oui. Parce que justement ils gardent parfois un mouvement assez naturel dans leur déplacement. Oui. Et alors toi qui as travaillé avec des grands maîtres comme Kishomaru Ueshiba ou Yamaguchi, qu'est-ce que les débutants t'apportent encore à l'heure actuelle dans ta pratique? Il y a deux choses. D'abord, j'aime beaucoup varier les partenaires parce que c'est de l'expérience. Chaque saisie révèle quelque chose de différent. Chaque saisie apporte une information qui est différente. Voilà, bien. Les débutants, ils sont imprévisibles quelquefois. Alors, la première chose, c'est d'empêcher qu'ils le soient, parce qu'ils sont imprévisibles pour eux-mêmes. Je veux dire, ça peut être n'importe quoi, leur position, leurs attitudes, etc. Donc déjà, leur donner
une posture, donc les faire bouger avec une certaine posture, débloquer certaines choses, et ensuite leur donner une sensation. Hein. Quel genre de sensation on leur donne? Alors, pas une sensation de douleur, bon, on va faire Nikio, on va lui faire sentir ce que c'est, mais c'est pas le but. Une sensation de contact, une sensation de placement, je crois que c'est surtout ça. Et aussi parce que, oui, tu as peut-être, je sais pas, 30 ans, 40 ans d'aïkido, mais bon, on est tous débutants quand même, un petit peu quelque part. Hein. En tout cas, il faut essayer de le rester. On essaye de le rester, voilà. On essaye de le rester. Dans ta biographie dans le livre, qui est sorti récemment, qu'on a abordé un petit peu tout à l'heure, il y a une partie qui concerne ta biographie. Il y a aussi énormément de contributeurs que tu as fait participer à cet ouvrage. Il y a un très bel ouvrage. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la petite popote qui a amené Thierry Marx, grand cuisinier, à participer et à contribuer à cet ouvrage? Alors, il se trouve que Thierry Marx vient dans mon dojo de Vincennes, ex-dojo de Vincennes, s'entraîner un peu au judo, etc. C'est un ami d'un de mes amis qui s'appelle Pierre Delorme, avec qui on était au Japon ensemble, Kendoka. Et en discutant avec lui, comme ça, il me dit, mais vous savez, Christian, je suis passé dans ce dojo des dizaines de fois, parce qu'il est plus jeune que moi, et je voulais toujours rentrer, mais j'avais peur de rentrer, j'avais pas les moyens. Voilà. Il dit maintenant, je suis vraiment content parce que pour moi, ce dojo, c'est magnifique, c'est toute ma jeunesse. Je ne le savais pas. Donc on a sympathisé, voilà, on a beaucoup discuté, on se voit de temps en temps, etc. Il va souvent au Japon, donc voilà, je lui ai dit, écoute, ce serait bien si tu nous donnais un peu ton point de vue non seulement extérieur à l'aïkido, mais en tant que pratiquant d'arts martiaux et cuisinier. Et cuisinier, voilà. Quel rapport tu fais et quelle image tu as du Japon? Qu'est-ce que tu as appris du Japon? Et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment intéressant son article parce que, d'ailleurs, il raconte un peu cette histoire du cercle tissier, hein, bien sûr, mais le parallèle qu'il fait effectivement entre son travail à la cuisine. Ensuite, quand il va là-bas, comment est-ce qu'il observe les gens, qu'est-ce qu'il en retire? Voilà, je trouve que vraiment, vraiment, c'est quelque chose qui était très intéressant. Et puis il y a d'autres articles. Bon, Bruno Gonzalez, je l'ai connu évidemment, il avait 14-15 ans. Il a toujours fait beaucoup de choses. Hein. Il a fait de la photographie, de la magie, ceci, voilà, du théâtre, voilà. Et je lui demande de nous écrire un truc. Je lui dis sur ce que tu veux. Et il nous fait un article sur Aïkido et théâtre, quoi. C'est totalement inattendu, mais c'est exceptionnel. Enfin, je veux dire, d'avoir pris ce biais-là. Ce prisme-là pour parler de l'aïkido. Donc voilà, les contributeurs, c'était ça. Je voulais des gens qui soient différents. Bon, des gens que je connaisse, parce que après, il fallait limiter, parce que forcément, on ne peut pas demander à tout le monde. Donc il y en a qui sont des contributeurs qui ont fait des articles. C'est le cas de Guillaume Erard, etc. C'est le cas d'Adiel Lance sur la philosophie. C'est le cas de Philippe Doussin sur un peu l'ésotérisme, etc. Et les autres, c'est des portraits. Hein. Donc voilà, il y a eu des interviews qu'on a retravaillé avec Anne Martinetti qui a fait en sorte que l'écriture soit la même sur ce livre. Et j'ai trouvé intéressant le point de vue de Céline, le point de vue d'Hélène, voilà, le point de vue de Vilco, le point de vue de Franck aussi. C'est tous très différents, mais chacun amène un prisme, enfin quelque chose de différent dans sa vision de l'aïkido. Et je trouve ça très intéressant. Voilà. C'est en tout cas riche. Oui. Et Thierry Marx parle effectivement de l'aïkido, mais d'autres budo, également, en même temps qu'il fait parallèle avec la cuisine. Dans le budo, souvent, tu nous dis que le budo, c'est par rapport au partenaire, lui supprimer ses certitudes, et par rapport à soi-même, de supprimer ses propres craintes. Oui. Est-ce que tu as supprimé toutes tes craintes? Alors, toutes mes craintes, non. Déjà, quand ma fille prend sa voiture pour descendre dans le sud ou aller quelque part, je veux absolument qu'elle m'appelle en cours de route et je veux absolument qu'elle m'appelle quand elle est arrivée. Donc ça, c'est des craintes. Mais c'est des craintes légitimes, j'entends. Donc je ne parle pas de ces craintes-là. Quand je parle des craintes, j'essaye de supprimer tout ce qui pourrait faire en sorte que je sois mal à l'aise dans une situation. Alors non, on n'a pas supprimé toutes les craintes, mais le travail sur soi-même, c'est certainement de faire en sorte que toutes les situations abordées
soit abordé de la façon la plus sereine possible. Alors évidemment, sur un plan martial, supprimer les craintes, ça ne veut pas dire qu'on est plus fort que quelqu'un d'autre. Hein. Ça ne veut rien dire ça, ok? Ça veut dire simplement que on essaye d'aller où il faut aller, et si on veut se protéger d'une certaine manière, soit intellectuellement, soit physiquement, eh bien, il y a tout un ensemble de choses qui rentrent en ligne de compte dans notre vie courante. C'est sûr que si on va au mauvais endroit au mauvais moment, voilà, donc faire le budo, c'est aussi ne pas être au mauvais endroit au mauvais moment, ou en tout cas, si on l'est à ce moment-là, on doit le savoir, ce genre de choses, et puis dans des conversations, dans une façon d'acter avec des gens, de communiquer avec des gens, interagir. Voilà. Et voilà, interagir. Et comment est-ce qu'on interagit? On voit tellement de gens qui n'ont aucune crainte et qui vont parler, qui vont penser, ah tiens, il était sympa un tel, et puis l'autre il va dire, putain quel con celui-là, ils sont pas bon. Alors ça m'arrive certainement aussi. Alors c'est pas des craintes au sens, mais voilà, dans mes relations, c'est ce genre de crainte que j'essaye aussi de ne pas être à la hauteur. Voilà. Alors souvent, je préfère me taire aussi, voilà, pour que je supprime certaines craintes. J'irai pas discuter, argumenter avec un physicien, par exemple. Je poserai des questions, mais bon, voilà. Sur la physique, mais après, par exemple, qui m'intéresse. Sur autre chose que voilà, le domaine de la physique. Voilà. Sur le qui, mais peut-être que cela dit, dans mon domaine, j'argumente rarement aussi. Je veux dire, avec des gens que je connais, parce que voilà, c'est un échange. Mais il y a beaucoup de gens. Souvent, je dis à ma femme, écoute, on va quelque part chez des gens qu'on a invités. Eux savent ce que je fais, les autres, voilà. On ne parle pas, je ne fais pas d'aïkido. Voilà, on n'en parle pas. Et parce que, voilà, d'abord, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas, enfin, même si. Alors, il y a des gens qui peuvent être intéressés, mais souvent, ça ne veut rien dire pour eux, quoi, je veux dire. Alors, il faut leur conseiller le livre, comme ça, ils auront un aspect global. Voilà. Alors oui, c'est intéressant, parce que oui, souvent, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis prof d'aïkido, oui, s'occupe du patronage du coin, c'est un raté, quoi. Non, mais, oui, forcément. Donc, voilà, bon. Je préfère des fois pas avoir discuté. Alors, surtout si c'est quelqu'un qui a fait de l'aïkido et qui, dès le départ, ça peut être intéressant, mais ça m'est arrivé quelquefois d'avoir des gens qui me disent vous êtes vraiment bon, vous. Mais alors, j'ai un tel, alors je le connais, alors lui, vraiment, il est comme vous, il est aussi bon. Et le un tel, je le connais, je dis si nous, même niveau, donc il ne faut même pas qu'on discute, quoi. Ce matin, tu nous as parlé lors d'un mouvement d'intelligence dans l'aïkido. Oui. Je me rappelle dans une interview précédente, tu avais indiqué que l'aïkido, c'était un système d'éducation intelligent, fait pour des gens plutôt logiques. Dans l'intelligence de l'aïkido, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup actuellement, peut amener, perturber, remplacer? Est-ce qu'on fera un jour de l'aïkido grâce à l'intelligence artificielle? Alors, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, quand je parle d'intelligence, je parle plutôt des relations, des choses entre les choses. Plutôt que l'intelligence, il faut en avoir, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est l'intelligence, c'est comment les choses s'organisent. C'est le système qui est intelligemment organisé. Voilà, bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a deux choses. Il y a l'homme augmenté et il y a l'intelligence artificielle avec soit du robot, un robot, soit simplement des images. Okay, avec des images, on peut faire beaucoup de choses. Alors, les images, il faut les nourrir. Le problème de nourrir les images, c'est avec qui on les nourrit. Dans des activités comme la danse, puisqu'on a parlé de ça tout à l'heure, ou le golf, voilà, on a des très très grands danseurs, des très très grands champions qui ont tous, je veux dire, ça varie très peu, je veux dire, ce qu'ils font, quoi. Il n'y a pas la façon de bouger, elle est pratiquement toujours la même. Donc, si on analyse les images, qu'on nourrit l'intelligence artificielle, elle est capable de reproduire l'image idéale. En aïkido, c'est plus compliqué parce que d'abord, moi, je ne suis pas l'image idéale. Toi, tu n'es pas l'image idéale. X n'est pas l'image idéale. Chacun va penser qu'il a l'image idéale ou qu'il ne l'a pas. Donc, il y a un lien à deux en plus. Il y a un lien à deux. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer comme comment est-ce qu'on va créer le mouvement? Voilà. Donc, on peut créer des mouvements à peu près.
Un mouvement idéal, j'en sais rien. Alors après, est-ce qu'on peut nourrir, je ne sais pas, hein, c'est pas du tout mon domaine, un genre de robot, c'est pas encore le cas puisque ça bouge pas suffisamment, mais qui un jour sera capable de reproduire des mouvements instantanément avec une certaine fluidité en calculant quel va être le meilleur rapport efficacité, relâchement, enfin, etc. Oui, ça peut certainement se faire. Mais le problème de l'aïkido, c'est pour soi-même, quoi. Donc moi, ça me dérange pas. Ça n'apporte pas grand-chose voilà, qu'il y ait un robot qui le fasse très bien. Voilà, le robot, il peut faire un mouvement très bien. Il peut me l'apprendre, peut-être. Je peux dire, tiens, oui. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui me fait sentir vraiment avec en même temps toutes les imperfections, parce que ma technique, elle se nourrit des imperfections. C'est-à-dire que quand je ressens quelque chose, ça, j'ai pas envie de le ressentir. Donc, ça, ce que j'ai ressenti, ça me plaît pas, ça m'a poussé, ça m'a tiré. Donc, j'ai pas envie de le reproduire. Voilà, donc les imperfections, je pense, nourrissent la pratique. Donc voilà, dans ce domaine-là, j'avoue, bon, je ne suis pas non plus vraiment... On y réfléchira on y réfléchira, pour l'année prochaine. Mais il faudrait y réfléchir, de toute façon, ça, forcément. Ouais. Tu es quelqu'un qui supporte très bien la chaleur, oui. plus mal le froid. Pas plus mal, l'humidité que j'aime pas. L'humidité et le froid. À tel point qu'à Roquebrune, tous les ans, quand il fait 40 degrés, nous on est tous liquides. Ouais. Toi, tu arrives à pratiquer un aikido dynamique sans transpirer. Oui, ça ne me dérange pas. Ouais. Donc ma question, est-ce que c'est le réchauffement climatique qui fait que tu reviens un petit peu en Normandie depuis 3 ans et notamment ici au Havre? C'est ça, je reviens au Havre pour me réguler ma température. Non, je dirais que un froid sec, ça me dynamise. L'humidité, j'aime pas trop, voilà. Après, quand c'est trop chaud, je sens la chaleur, mais bon, pardon. Oh, là, son akaba, le pauvre Kiki, petit Kiki. On va te le remettre. Mais je pense que la chaleur, j'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent se sentir mal. Parce que moi, je peux avoir chaud, mais pas au point de me sentir mal. Donc, j'ai du mal. Alors après, est-ce que c'est un problème de respiration chez les gens? Est-ce que c'est un problème de... Je ne sais pas. Voilà, j'ai du mal à me rendre compte. Alors peut-être que c'est pas bien parce que je suis incapable après de doser et donc les gens souffrent de ça, quoi. En tout cas, là, on est tranquille, puisque aujourd'hui, au Havre, il fait plutôt frais. Là, c'est parfait. Donc, merci d'affronter le frais pour venir. C'est parfait, j'adore. Ouais. Un grand merci, puisque c'est la 3e fois que tu nous fais l'honneur de venir ici. Merci beaucoup. Et puis, merci aussi d'avoir immortalisé le dojo et le nom de VDB dans le bouquin d'Aïkido qui vient de sortir. Mais on en a été très touchés. Alors, j'avais beaucoup de respect pour René. Alors bon, je le connais, en fait, depuis assez longtemps. Je l'ai même examiné. Hein, oui, je vous l'avais dit, je l'ai examiné au 3e Dan, je crois. 3 ou 4e Dan, voilà. À l'époque, et j'avais trouvé vraiment que c'était un super passage. Après, il est souvent venu me voir. Il passait, quand il était à Paris, il venait dire bonjour. Et j'étais déjà venu au Havre avec Maître Tamura à l'époque. Et ouais, j'ai beaucoup de respect pour le personnage parce que moi, ce que j'aime chez les hommes, c'est les hommes où il n'y a pas d'arrière-pensée, où c'est franc, et c'était le cas. Donc j'ai beaucoup de plaisir à être ici pour lui et surtout pour les gens qu'il a formés et qu'il a formés à son image. Donc merci à lui et merci à vous. Merci beaucoup à toi et merci beaucoup pour cette... Merci et surtout, n'oubliez pas Kiki. N'oubliez pas Kiki. N'oubliez pas. Merci Vincent. Merci Christian. Il est magnifique ce petit Kiki. Hein.